Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo que je voulais faire depuis relativement longtemps, car c'est un sujet que j'aborde plus ou moins partiellement dans certains tests d'imprimante 3D résine, mais en général pas assez en profondeur. On va parler principalement des cas, c'est-à-dire des 4K, 8K, 12K, etc., qui est souvent abusé par le marketing, pas toujours compris par une majorité d'utilisateurs, peut-être vous d'ailleurs, qui peuvent vite se retrouver perdus. Alors, je vais aussi proposer dans cette vidéo une espèce d'indicateur de résolution, vraiment très très simple, qui devrait vous aider à mieux comprendre ce que vous comptez acheter comme machine. Et puis, j'ai parlé aussi un petit peu de tout ce qui fait la qualité d'une impression 3D, vraiment tous les éléments principaux. Tout d'abord, il faut regarder la mécanique de la machine. Est-ce qu'il y a des rails linéaires, des vis à billes, autres composants de qualité qui peuvent jouer un rôle important, surtout sur les grandes imprimantes 3D sensibles à cause de la hauteur et du volume, à ces micro-mouvements qui peuvent, si c'est pas très bien fait, avoir des décalages de couches. Mais j'avoue que j'aime bien avoir du matos top moumoute. L'impact en fait sur mes impressions 3D de ces composants plutôt qualitatifs n'a pas toujours été marquant en fait, depuis quelques temps, parce que les fabricants font attention à cette mécanique, à cette stabilité pour leur machine. Ensuite, il y a la source lumineuse, souvent ignorée mais tellement importante. Déjà, la simple LED ultra forte au milieu a des systèmes déportés de lentilles, systèmes de lentilles de Fresnel, etc., qui vont aussi jouer sur l'uniformité. Bref, en quelques mots, sans rentrer dans l'optique complexe, plus votre lumière donc, est uniforme, arrive perpendiculairement à l'écran, et pas comme ça ici, mieux c'est. Sauf que souvent, ça implique une distance plus importante entre la source lumineuse et votre écran, votre résine. Et donc, plus la distance est importante, plus la lumière, on va dire, va baisser. Et donc, en conséquence, il faut exposer l'image à imprimer pour plus longtemps tout simplement. Ce qui n'est pas forcément top si on veut imprimer vite, plus de temps d'exposition. Toutefois, est-ce que c'est un mal d'exposer plus longtemps? En fait non, car mieux vaut exposer moins fort et plus longtemps pour une meilleure qualité d'impression. Ce qui veut dire que les imprimantes qui ont des LED ultra puissantes pour compenser cette distance, etc., et pour exposer plus vite, c'est pas forcément les amis de la qualité. Des fois, mieux vaut baisser la puissance UV à 80, 70, exposer plus longtemps si on veut vraiment du bon micro-détail. Puis après vient la qualité de votre résine. Avoir une super imprimante ultra précise et tout, mais si vous utilisez qu'une résine de pied de qualité, qui plus est peut être mal calibrée, souvent d'ailleurs surexposée, ça peut donner de la confiture au cochon, pour rester très poli. Donc si vous souhaitez avoir des impressions ultra fines et précises, mettez un peu plus de sous dans une résine un peu plus qualitative et prenez le temps de la calibrer au moins un minimum. Alors après, vous venez de commencer, vous ne ruinez pas dans de la résine, mais dès que vous commencez à avancer, ça vaut vraiment le coup. Je parlerai des films situés au fond du bac, assez importants, de type FEP, NFEP, ACF, etc. Et tous ces acronymes plus ou moins compliqués, un peu plus loin dans la vidéo, car ils ont aussi un rôle très important. Mais maintenant, il est temps de parler de ces écrans. Car oui, c'est eux en fait qui sont au cœur d'une bataille marketing intense entre fabricants d'imprimantes 3D, sans compter les influenceurs, comme moi par exemple, qui peuvent des fois jouer le jeu volontairement, involontairement de cette industrie et pousser les gens à peut-être pas faire le bon choix au niveau de ces cas. Un choix pas forcément toujours très logique. Donc attaquons par ces cas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces écrans 2K, 4K, puis maintenant jusqu'à 14K pour les imprimantes, pour les plus précis au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, le 16K ou le 20K ou le 42 000K, c'est dans pas si longtemps que ça. Alors, d'ailleurs, savez-vous qu'à l'heure actuelle, l'imprimante grand public, la plus précise, c'est une imprimante 9K, pas une 14K. Hein, quoi? C'est 9K plus précis que 14K? Bref. On va essayer de regarder ça, ce que ça veut dire CK. Alors, cette nomenclature de K, a commencé à apparaître avec les écrans de télévision, avec la 4K, qui ont en fait 4 fois la résolution en pixels, donc ces petits points d'un écran Full HD. Un écran Full HD, en gros, c'est 1920 pixels horizontaux et 1080 verticaux. Pour la 4K, on passe à 3840 par 2160. Et donc, en termes de pixels totaux, c'est 2 millions de pixels en gros pour du Full HD et 8 millions pour du 4K. Précision importante pour plus tard dans cette vidéo, tous ces pixels sont carrés. En gros, pour une taille d'écran identique, la même taille, une télé 4K a 4 fois plus de pixels qui composent l'image, qui eux sont 4 fois plus petits qu'une télé Full HD. Ce qui permet en fait d'avoir une image beaucoup plus riche, détaillée, ce qui va jouer vraiment sur la qualité. Mais il y a un gros mais, ça dépend aussi de la taille de votre écran. Car si votre écran 4K est tout petit ou il est gigantesque, alors la taille de vos pixels, en fait, sera plus du tout la même. Si elle est petite, votre écran, ou grande, il y aura toujours autant de pixels sur votre télé 4K, votre écran 4K, ils seront juste plus petits tassés, on va dire, ou plus grands étalés.
C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder forcément la résolution en pixels ou que la taille de votre écran, voilà, que ce soit pour votre télévision, votre imprimante, il faut plutôt regarder la résolution, on va dire la densité, en gros en points par pouce, ppp, ou alors en dpi, en anglais, dot per inch. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve souvent, les gens qui font d'Illustrator, du Photoshop, voilà, sont plus ou moins au courant de ça. Donc en gros, combien il y a de pixels vous avez dans un pouce, 2,54 cm, à titre d'information. Alors, ce qui fait beaucoup voilà, dans cette impression. Mais là, vous allez me dire, bah, moi, ça ne me parle pas du tout, on parle de pouces, de machin, et en plus, bah, cette information-là, les fabricants ne la donnent quasiment jamais. Par contre, une valeur que vous pouvez trouver facilement pour votre imprimante 3D résine, c'est la taille de ses pixels. Comment on la trouve? Bah déjà sur le site du fabricant, car en général, il la donne assez facilement dans les specs techniques, etc. Sinon, c'est assez simple, il faut sortir la calculatrice, on divise la taille de l'écran d'un côté, voilà, donc en millimètres, par le nombre de pixels de la résolution, et on arrive à trouver cette valeur-là. Si je prends la Mars 2 Pro, vieille machine des Lego, qui a un écran 2K sur l'horizontale, on a 130,56 mm qu'on divise par 2560 pixels, le nombre de pixels, on arrive à 51 microns. Si on fait la même opération sur le côté, 86,62 mm par 1620, on arrive aussi à 51 microns, donc pour chaque côté. Vous pourrez noter donc qu'on a bien des pixels carrés de 51 par 51. Pour vous donner un repère quand même au niveau de ces microns, de ces tailles, les cheveux, la taille des cheveux, enfin le diamètre des cheveux varie entre 50 et 120 microns en fonction des origines, des cheveux fins et des cheveux épais. Si vous regardez dans Litchi Slicer, toutes ces valeurs apparaissent quand vous allez éditer les paramètres d'une imprimante. Vous allez trouver la taille de l'écran sur les deux directions, le nombre de pixels de l'écran et enfin la taille d'un pixel. Plus cette valeur de pixels est petite, plus la résolution, la précision de votre imprimante sera importante. Donc n'hésitez pas à regarder, même avant d'acheter une machine upgradée, c'est dans Litchi Slicer, éditez les paramètres, vous serez vite fixé sur ces paramètres techniques. Maintenant, regardons un autre exemple. Voilà, la Saturn, toujours des Lego, la première du nom, machine bien plus grande que cette Mars dont je parlais à l'instant, en volume d'impression. On est sur un écran qui fait 182 par 120, c'est voilà, plus grand, et un écran de 4K, et c'est 3840 pixels par 2400. Et donc quand on fait cette division, la même pareil, et on tombe sur des écrans, des pixels de 50 microns. Et oui, deux tailles d'imprimante différentes, pourtant on est sur une résolution quasi identique à 1 micron près. Ce qui veut dire que si vous imprimez le même modèle 3D sur les deux machines, vous aurez la même qualité d'impression, malgré que j'ai un écran qui est en 2K, l'autre qui est en 4K, donc des nombres de K différents, pour une qualité qui va être identique. Prenons maintenant un autre exemple avec les machines de Frozen. Tout essayé sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'aime bien Frozen, la Mini 8K, la Mighty 8K et la Mega 8K. Comme vous le constatez, le nom a 8K présent dans chaque nom de machine, voilà, ce qui laisse supposer la présence d'un écran 8K. Alors, regardons ça en détail, de la plus petite en volume d'impression à la plus grande. La Mini 8K, on a 7500 pixels par 3240, des tailles de pixels de 22 microns. La Mighty 8K, 7680 par 4320, pixels de 28,5 microns. Donc un peu plus grand. Et la Mega 8K, pareil, 7680 pixels par 4320 et des pixels de 43 microns. Donc on constate déjà que la Mini 8K, c'est pas une vraie 8K. Il lui manque un peu de pixels sur le plan horizontal, pour faire la résolution du 8K, et beaucoup sur la profondeur. Mais surtout, vous pouvez voir que la Mini 8K a des pixels 2 fois plus petits par rapport à la Mega 8K. Vraiment au niveau de la taille. Ce qui, rapporté à un plan X et Y, la rend 4 fois plus précise. Donc en gros, on rentre 4 pixels dans un seul pixel de la Mega 8K. Donc comme quoi le nom 8K, vous avez vu, peut vraiment tromper. Par contre, la taille des pixels, elle, ne va pas vous tromper. Vous voyez, c'est 22 microns jusqu'à 43 microns. Pour ajouter une petite couche là-dessus, regardons les nouvelles imprimantes 12K et 14K qui sont en train d'arriver sur le marché. Moi, j'en ai 3 actuellement entre les mains. Commençons par les 12K. Par exemple, la Anycubic Mono M5S que j'ai testé sur la chaîne. J'ai aussi parlé de la Lego Saturn 3 Ultra. Elles ont des écrans 12K de 11520 par 5120 pixels. Sauf que la vraie résolution du 12K, c'est 11520 par 6480 pixels. Donc il manque 1360 pixels en profondeur. C'est pas rien quand même. Sauf que l'écran, lui, il a la bonne taille. Donc si on regarde dans Litchi Slicer, donc les paramètres, on constate que la résolution est de 19 microns horizontalement, c'est bien, mais 24 en profondeur. Donc adieu les pixels carrés, bonjour les pixels rectangulaires. Quoi, rectangulaire, hein? Ça veut dire qu'en fait, votre imprimante est plus précise sur l'horizontale, mais moins sur la profondeur. Et vu que vous n'orientez pas forcément votre modèle dans une seule direction face à l'imprimante 3D, en fonction où vous êtes tourné, la qualité sera peut-être pas vraiment la même et un peu plus inconnue. Maintenant, regardons un écran 14K, comme celui de la dernière Nova 3D, la Well 3 Ultra 14K, ou la Anycubic M5S Pro, donc sur des du 14K. On passe à 13 320 pixels par 5120 pixels. Tiens,
plus de pixels horizontalement, mais toujours le même nombre sur la profondeur. Ouais, c'est pas vraiment du 14K en fait là-dessus. La taille des pixels, on est à 16,8 par 24,8. Ça veut dire qu'entre une 12 et 14K, en profondeur, on a perdu en précision et on a gagné que 2,2 microns en largeur. Donc c'est pas énorme. On va faire un petit peu de maths. Si on calcule la taille moyenne d'un pixel pour la 12K, on fait simplement une moyenne, 19 par 24 la taille du pixel, divisé par 2, ça fait 21,5 microns de taille. Pour la 14K, on fait pareil et on arrive à 20,8 microns. La 12K, 21,5. La 14K, 20,8. Ce qui fait qu'il n'y a que 0,7 microns de différence entre une machine 12K et 14K, qui pourtant a plus de pixels, mais beaucoup plus rectangulaire. C'est pour cette raison que je vais parler maintenant d'une nouvelle échelle de précision dans mes vidéos. J'invite tous les reviewers, voilà, s'ils le veulent, à faire un petit peu pareil. C'est parler de la résolution maximale, qui consiste simplement à indiquer la taille maximale d'un pixel d'écran d'imprimante 3D. Comme vous l'avez peut-être un petit peu compris, ça a forcément handicapé les imprimantes aux pixels rectangulaires, qui plus est celles qui ont un ratio important largeur-longueur. Donc mieux vaut une imprimante avec des écrans pixels carrés, car où que soit le modèle d'orientation, vous aurez toujours la même qualité. Voilà, au niveau de votre plateau, tout ce qui va à côté. Alors que l'homologue aux pixels rectangulaires, ce sera un petit peu moins le cas. Donc là, forcément, vous avez compris, il n'y a aucune formule compliquée. On prend simplement la valeur donc la plus grande de la taille d'un pixel. Donc si c'est un écran au pixel carré, on prend la taille du pixel tout simplement. Si c'est un pixel rectangulaire, on prend le côté le plus grand. Alors pourquoi justement je prends cette taille qui est finalement la plus grande? Parce qu'en fait, son orientation, c'est potentiellement la plus mauvaise résolution que vous allez avoir. Donc autant garder le plus mauvais, en fait, qui peut le plus, la plus grande taille peut aussi le moins. Voilà, donc alors, comme vous pouvez le deviner, plus cette valeur donc, de taille maximum est faible, plus votre imprimante sera considérée comme précise. Si je prends deux exemples, on prend la Phrozen Mighty 8K qui a des pixels carrés de 28,5 microns et la Photon M5S qui a des pixels rectangulaires donc de 24 par 19, alors on garde 24 microns. Donc vous voyez 8K et 12K, la différence, cette valeur maximum n'est pas forcément énorme. Donc si je prends quelques exemples de machines citées précédemment, la Mars 2 Pro, on est à 51 de valeur, la Saturn S, Saturn première du nom, on est à 50 microns, quasiment pareil, la Mini 8K 22, la Mighty 8K, les machines de Phrozen 28,5, je parlais à l'instant, et la Mega 8K, on est à 43 microns. Si on prend les machines plus récentes, enfin plus précises, on va dire, soi-disant 12-14K, la M5S, on est à 24, la Well 3 Ultra 14K à 24,8 et la Photon M5S aussi à 24,8. Donc vous voyez, c'est pas cohérent entre le nombre de cas, etc. Comme quoi on peut considérer une imprimante 14K comme étant moins précise qu'une 12K. Donc vous voyez l'importance de ce cas, etc. Et je disais, ces discussions un peu marketing peuvent être assez trompeuses. Et puis j'ai rajouté une petite couche, je parlais donc il y a quelques instants au début de cette vidéo-là, que la plus précise actuellement est une imprimante de 9K. Et bien en fait c'est la Elego Mars 4 ou Mars 4 Ultra qui propose des pixels carrés d'une résolution maximale de 18 microns. C'est la plus précise comme quoi, vous avez vu, on peut avoir moins de cas et être plus précis. Après c'est une question aussi de volume bien sûr, d'impression qui est plus petit que certaines machines. Et vous disiez, c'est terminé tout ça pour la résolution de l'écran? Oui, effectivement, mais il y a d'autres critères qui peuvent jouer sur la qualité d'impression, surtout sur les imprimantes les plus précises. Déjà, vous avez le contraste de l'écran. Je parlais de l'uniformité avant, mais ça joue aussi beaucoup, le contraste, qui joue beaucoup, car avec les imprimantes qui ont des pixels de 50 microns, comme la PE Polyforge, c'est un écran à haut contraste, on imprime presque aussi bien qu'une Saturn 2 avec ses pixels de 28,5. Donc vous voyez, c'est quand même non négligeable. Ou alors, si je prends la G4 8K que j'ai passé en 12K, donc j'ai changé l'écran, on doit augmenter la puissance des LED pour avoir une compensation de l'intensité lumineuse qui va arriver dessus. Voilà, donc déjà, vous voyez, ça va jouer parce que les pixels 12-14K ont des pixels plus denses, l'électronique est plus dense dessus, et donc forcément, ils sont un petit peu moins lumineux. Après, il y a l'anti-crénalage ou l'anti-aliasing de l'image qui va plus ou moins flouter votre modèle et apporter une petite dégradation de qualité. Donc attention anti-crénalage. Maintenant, le reste, en dehors de l'image, de ce qui peut jouer sur la qualité. Vous avez tout d'abord le film situé au fond du bac. On va parler de sa transparence, mais aussi de son épaisseur. Un film FEP, donc c'est souvent le terme qu'on utilise, qui est au fond du bac, fait souvent une épaisseur entre 100 et 150 microns et laisse plutôt bien passer la lumière. Alors un film NFEP, qui est arrivé un peu par la suite, ou aussi appelé FPA ou FEP 2.0, le type que moi
moi je préfère et de loin, propose une épaisseur similaire mais est plus résistant et a une transparence qui est quand même bien meilleure et accroche moins qu'un FEP classique. Et enfin le petit dernier qui est voilà, taillé pour la vitesse, qu'on voit apparaître depuis quelques temps, le film ACF qui lui offre une accroche, ça colle beaucoup moins à vos impressions 3D, d'où le fait de vitesse par rapport aussi donc voilà, à un NFEP, mais par contre il est plus épais, environ à 0,3 mm d'épaisseur, et il y a quand même voilà, une forte perte de transparence et de détail. Sa surface, elle est givrée. Voilà. Donc bon, à quoi bon mettre un film ACF pour perdre en qualité sur une machine qui a un écran, on va dire, 12 ou 14K. Si je prends la Mono M5S d'Anycubic, faite pour imprimer vite et son écran 12K, franchement, autant lui mettre un écran 8K si on utilise un film ACF. Nova 3D, j'en parlais de cette WL3, etc., a bien compris le truc. Ils ont mis en fait un film NFEP par défaut avec la machine, ce qui pour moi est bien plus logique en termes de transparence, transmission de cette image et donc transmission des détails sur votre impression 3D. Rajoutez là-dessus par exemple une protection d'écran, des gens aiment bien mettre une protection d'écran dessus, qui fait souvent 0,3 mm d'épaisseur. Vous mettez ça à votre film ACF, vous rajoutez éventuellement la petite épaisseur de dalle au-dessus des pixels de votre écran qui fait peut-être 0,3 mm, et vous avez des machines soi-disant très précises avec un espace de presque 1 mm entre l'image et la résine. Et on se retrouve avec des pixels, on va dire de 20 microns, avec situé environ 1 mm de votre impression 3D, et en plus un film, c'est de type ACF, givré, qui va faire partir la lumière dans tous les sens. Donc vous comprenez peut-être pourquoi je ne suis pas fan de ces films NFEP et des protections d'écran. Après, je fais très attention sur mes machines, j'ai jamais eu de problème, je touche du bois. Et enfin, le dernier point, les modèles 3D, et ouais, que vous allez imprimer. J'ai vu tellement de modèles qui étaient trop optimisés, c'est-à-dire on réduit le nombre de polygones, ou on appelle ça la décimation, qui fait que l'imprimante 3D est bien plus précise que le modèle 3D peut proposer. Donc bref, prendre une machine qui est une bête de précision, si le modèle 3D suivent pas, ça n'a pas non plus toujours de sens. Alors ouais, quand même, pour le fun, voilà, une fois que vous aurez appliqué de la sous-couche, voire une couche de pâte supplémentaire ou plus, tout le gain de cette qualité de ces micro-pixels que vous allez gratter à droite à gauche, franchement, sera disparu par rapport à une machine qui aura des pixels, par exemple, de 30 microns. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses à prendre en compte, n'est-ce pas? Donc si je récapitule, attention à la taille des pixels, c'est vraiment un critère pour moi un des plus importants, surtout si vous cherchez la précision. Mais toutefois, il faut être cohérent. Puis même, il faut que la machine ait un éclairage uniforme. Il faut que le film au fond du bac soit plutôt, qui corresponde plutôt, je dirais, à une FEP. Avoir une résine plutôt qualitative, éventuellement calibrée et imprimer des modèles qui, sont relativement précises pour que ça corresponde aux pixels de la machine. Bref, pour faire le bon choix, bien sûr, regardez le volume d'impression dont vous avez besoin, et ensuite par rapport à ce volume-là, quelle machine offre les pixels le plus carré possible, et éventuellement le plus précis. Donc bref, voilà, est-ce que vous avez besoin d'une 12K, 14K, 16K, 20K quand ça va arriver? Pas forcément, pas si sûr on va dire. Sans compter qu'il y a un point négatif aux imprimantes qui ont beaucoup de pixels, il faut les calculer au moment du slicing, l'exportation. Une impression avec une M5S Pro d'Anycubic, c'est 68 millions de pixels par couche. Sur une impression de 20 cm et des couches de 30 microns, plutôt faire moyenne pour cette taille-là, c'est 454 milliards de pixels à calculer. Donc pensez à votre ordinateur là, qui est peut-être en train de mourir à calculer ça, que vous avez acheté il y a 5 ans en tête de gondole, en promotion pendant le Black Friday. Si la carte graphique n'est pas performante, ça va peut-être un petit peu souffrir. Donc voilà. Mais bref, quel est l'intérêt par contre d'avoir des si petits pixels? Tout d'abord, pour moi, tout du moins, ne plus mettre l'anti-aliasing, l'anti-crénelage sur la majorité des impressions. Dès qu'elles ont plein de détails, j'utilise plus du tout cette magouille technologique, on va dire, avec les imprimantes qui ont des pixels de taille en dessous de 30-35 microns. Le slicing est calculé beaucoup plus rapidement, les impressions sont plus précises, il y a plus de piquets, c'est beaucoup plus contrasté. Donc surtout si les modèles sont plus précis, justement ces micro-détails vont être beaucoup plus marqués, surtout si votre résine est à peu près bien calibrée, bien calculé. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. Toutes les machines vont monter en résolution. Tout le monde va se rattraper la concurrence les uns les autres. C'est évident. Après, moi, ce que j'attends, c'est les machines aux grands écrans, comme l'Apex Maker X5 que j'ai testé ici, ou la Mega 8K, des machines que j'adore. Voilà, c'est entre 43 et 46 microns, ça pouvait arriver à 30 microns pour imprimer très grand, ou plein d'objets en même temps, avec une très grande qualité d'impression. Bon, voilà, vous avez vu, il y a pas mal de choses à ingurgiter, donc j'espère que tout ce blabla va vous aider à mieux comprendre ce qui est important dans le choix d'une machine. Donc merci de me dire en commentaire, si ce genre de vidéo un peu spéciale, très verbeuse, j'en ai vraiment conscience, vous intéresse, et puis
profitez-en pour poser vos questions sur les résolutions, les facteurs de qualité d'impression. Je ferai, comme d'habitude, mon mieux pour y répondre. Et enfin, comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser notamment Insta et TikTok, où je poste de plus en plus des vidéos un petit peu annonciatrices de futures vidéos, des introductions, des unboxings de machines, voilà, pour faire découvrir ça avant que le test arrive sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, rejoignez-nous sur le serveur Discord de Polyworkshop pour partager vos projets, haute production, perso, voilà, autour de la 3D, le dessin, le monde du maker et bien plus encore. Et puis surtout, comme toujours, soyez créatifs, c'est le plus important. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt. Bye bye!